Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. C'est le rendez-vous de la santé sur TVT et vous êtes bien dans l'émission Santé d'abord. Ce soir, nous parlons de l'anémie, ses causes et les possibilités de traitement. Dans cette émission, nous vous amènerons dans une salle de consultation médicale pour suivre l'entretien entre une jeune patiente et son médecin. Qu'en est-il exactement? Vous le saurez tout à l'heure. La parole a été donnée également aux gens dans la rue afin qu'ils puissent se prononcer sur l'anémie et voir si éventuellement ils ont des informations relatives à cette pathologie. Nous écouterons également les explications d'un médecin cardiologue qui s'est également prononcé sur l'anémie et les personnes souffrant des problèmes cardiaques. Et ce soir, nous avons bien évidemment un invité qui va répondre tout à l'heure à nos questions. Merci pour votre fidélité à Santé d'abord. Voilà, nous sommes sur ce plateau ce soir avec Dr Rezoué Maniague. Il est médecin hématologue et directeur du centre de prise en charge des personnes souffrant de la drépanocytose. Dr Maniague, bonsoir et bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Merci pour votre disponibilité. Je vous ai fait venir dans cette émission ce soir pour qu'on parle ensemble de l'anémie, ses origines et les possibilités thérapeutiques. Est-ce qu'on est d'accord? On va en parler. C'est bel et bien votre spécialité. Effectivement, puisque moi je suis hématologue et l'hématologie est la spécialité médicale qui traite les maladies du sang et voilà, surtout les maladies du sang et donc l'anémie également. Très bien. Bien sûr que l'anémie ce n'est pas une maladie mais c'est notre spécialité. D'accord. Alors justement la première question c'est de savoir l'anémie, est-ce un état, est-ce un symptôme ou bien c'est une maladie? Oui, alors l'anémie, c'est pas une maladie. L'anémie, c'est un symptôme qu'on va retrouver dans plusieurs maladies. On va retrouver l'anémie dans le paludisme, l'anémie dans certains cancers qu'on appelle les leucémies, l'anémie dans certaines pathologies chroniques comme la drépanocytose. Donc, c'est un signe qu'on va retrouver dans des maladies et ça va aider à peut-être reconnaître ces maladies-là. D'accord. Alors, si nous prenons l'anémie, vous venez de le dire que c'est un signe et non une pathologie. Alors, est-ce qu'on peut les classer selon la sévérité ou bien selon la forme? Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs types, forcément, de l'anémie. Oui, alors, je commence par la sévérité. Nous, en hématologie, on ne distingue pas l'anémie en fonction de la sévérité. Il faut que ça soit clair. C'est ça. Parce que quand on dit anémie, c'est des chiffres. C'est la diminution du taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le pigment essentiel. C'est parce qu'on entend parler de l'anémie sévère, de l'anémie modérée. Bien sûr. Voilà. Je vais arriver. D'accord. Alors, quand les gens parlent d'anémie sévère, anémie modérée, au fait, ils regardent les chiffres et ils disent ça c'est sévère, ça c'est modéré. Alors, ça ne veut rien dire parce que quand je prends quelqu'un qui est peut-être à 6 grammes d'hémoglobine, il est en dessous de la valeur physiologique. Donc on va dire qu'il est anémié. Vous voyez, il est en situation d'anémie. Et ce sujet-là, il peut courir, il peut jouer au ballon, il peut s'amuser comme il veut. Alors que quelqu'un qui peut-être est à 10 grammes par décilitre de sang, de taux d'hémoglobine, il va être couché sur un lit, il ne peut plus, il ne peut rien faire. Vous voyez, donc celui-là, peut-être, c'est une urgence. On doit le traiter rapidement, alors que celui qui est à 6 grammes, il joue encore. Vous voyez que ce n'est pas le chiffre qu'on regarde pour dire que c'est sévère, c'est modéré. C'est les signes. Ou bien c'est chronique. Oui, chronique là, c'est autre chose. Je vais en venir. Ok. Je vais en venir parce que quand on dit chronique et aigu, ça c'est vraiment un autre terrain de comparaison. Ouais. Mais je parle de sévérité modérée et voilà. Moi, ça, ce n'est pas vraiment un langage que nous tenons en hématologie parce que ce n'est pas le chiffre qu'on a du laboratoire qui est intéressant pour nous, mais quel est l'impact de ces chiffres sur le sujet. Vous voyez, donc c'est ce qui fait que nous on évite de dire anémie sévère, parce que sévère par rapport à quoi? Nous c'est l'impact, la répercussion de l'anémie sur le sujet qui est intéressante pour nous, et donc c'est en fonction de ça qu'on décide de qui on doit traiter en urgence. Ok. Vous voyez. Maintenant quand je reviens à la chronicité et à qui on oppose... À la forme aiguë. À la forme aiguë, oui. Ça c'est dans la durée. Alors quand une anémie dure
C'est-à-dire le sujet a développé son anémie depuis longtemps déjà. On parlera d'anémie chronique. Parce que c'est une anémie, c'est ce qu'on regarde dans la drépanocytose, ce qu'on a dans la drépanocytose par exemple. Alors je dis ce que je maîtrise mieux. C'est ça. Vous voyez, donc les sujets, ils ont souvent une anémie et ils traînent avec pendant des années. Ça, on parle d'une anémie chronique. Cette anémie chronique peut à un moment être décompensée et on va basculer vers un caractère aigu. Mais l'anémie aiguë elle-même, c'est que c'est une anémie qui est survenue peut-être dans les 24-48 sont 12 heures. C'est une anémie qui est survenue récemment. Voilà. Et là, les problèmes ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui a une anémie chronique, qui a eu le temps de s'adapter à cette anémie-là, il peut facilement aller jouer, aller nager. Alors que celui qui a une anémie aiguë, il peut ne pas supporter parce qu'il y a eu du jour au lendemain une diminution brusque. Une anémie qui survient spontanément. Spontanément. Une femme, par exemple, qui va accoucher et qui perd beaucoup de sang. Voilà. Une hémorragie de la délivrance, par exemple. Donc, c'est une anémie aiguë. Elle n'a pas eu le temps. Le taux de l'hémoglobine, ça chute. Ça baisse. Voilà. Et donc, son organisme n'a pas eu le temps de s'accommoder à cette diminution brusque de l'anémie. Et donc, elle ne va pas pouvoir supporter cette anémie-là. Et c'est un cas d'urgence. Et c'est un cas d'urgence. C'est ça. Voilà. Donc, nous, en fait, schématiquement, c'est ce qui intéresse les médecins, surtout quand ils veulent traiter l'anémie. Et a dit que voilà, donc, pour voir s'il faut aller vite, à qui il faut traiter, à qui il faut donner le traitement rapidement et qui on peut surveiller. Voilà. Alors, la question fondamentale ce soir, c'est de savoir les causes de l'anémie. Alors, quand on parle de cause de l'anémie... Qu'est-ce qui fait qu'une personne se retrouve anémiée? C'est vrai que nous allons peut-être en descendant les questions parler des facteurs qui favorisent l'anémie ou bien qui sont des facteurs de risque de l'anémie. Mais fondamentalement, quelles sont les causes de l'anémie, Dr Maniac? Alors, il y a plusieurs causes de l'anémie. Il y a plusieurs causes de l'anémie. Alors, l'anémie, si on veut prendre le mécanisme de survenue de l'anémie, il y a les anémies qui sont dues au fait que l'usine qui fabrique le sang dans l'organisme, qu'on nomme la moelle osseuse, a des problèmes et n'arrive plus à fabriquer assez du sang. Vous voyez, donc c'est la première cause, c'est le grand mécanisme, un mécanisme de l'anémie. L'autre mécanisme, c'est qu'il y a des facteurs qui raccourcissent la durée de vie du globule rouge. Le globule il est fabriqué normalement, il n'y a pas de problème au niveau de l'usine de fabrication, il est fabriqué, il est sorti, il est dans les vaisseaux, il circule, mais il y a des facteurs qui l'agressent ou bien qui font qu'il ne peut pas vivre normalement et donc il est détruit. Or, c'est dans le globule rouge là qu'il y a la substance qui permet de caractériser l'anémie. Vous voyez? Donc, si on veut distinguer schématiquement, on a des anémies qui sont dues au fait que la machine a des problèmes ou des anémies qui sont dues au fait que le globule rouge qui est fabriqué normalement est agressé ou subit une forme de pression. Et quand il sort dans les vaisseaux, il y a un facteur. Un facteur comportemental? Voilà, il y a plusieurs facteurs. Ça, c'est schématiquement ce qui est donné pour être vraiment simple. Maintenant, dans les deux cas, il y a des maladies, il y a dans chaque cas, il y a plusieurs éléments qui peuvent concourir à la survenue de l'anémie. Alors quand je prends par exemple la durée de vie du globule rouge qui est raccourcie, c'est le cas du paludisme qu'on a trop chez nous, qui est très fréquent chez nous. Dans le paludisme, l'agent causal va aller se loger dans le globule rouge et va entraîner sa destruction. L'agent causal, c'est l'anophèle? Non, le plasmodium. L'anophèle femelle, c'est lui qui transmet la maladie, le plasmodium. Et dans le plasmodium, dans l'organisme, il va aller se loger dans le globule rouge et donc il va entraîner la destruction, la cassure du globule rouge de façon précoce. Il n'a pas le temps de vivre comme il doit vivre. Et donc, cette destruction précoce et exagérée des globules rouges va donner l'anémie. Vous voyez, donc ça, c'est une destruction exagérée des globules rouges en périphérie, c'est-à-dire qu'ils sont sortis. Le cas de, par exemple, la femme qui va accoucher et qui saigne. Donc, c'est une perte massive. Le globule rouge, il était fabriqué normalement. Donc, c'est une perte massive du globule rouge, du sang, et donc ça va entraîner l'anémie. Chez le drépanocytaire, par exemple, le globule rouge, il est fabriqué normalement, mais dans sa fabrication, il y a quelque chose qui manque. Et quand il sort, il ne peut pas vivre longtemps. Donc voilà, par exemple, les causes que je mets dans le volet destruction et raccourcissement de la durée de vie des hématies. Maintenant, quand on prend les causes des anémies dues au fait que la machine a des problèmes, là, soit la machine elle-même
les cellules qui fabriquent les globules rouges, disons le sang, oui. Ces cellules-là ont des problèmes pour plusieurs raisons. Ça peut être un cancer, il y a plusieurs raisons. Une carence en fer. Une carence en fer, bien sûr. Oui. Là, ça vient un peu dans l'alimentation. C'est-à-dire que notre alimentation est pauvre et n'arrive pas à apporter des éléments qui permettent de fabriquer les globules rouges. C'est ça. Et donc ça aussi, ça va faire que la machine ne va pas pouvoir travailler parce que la machine est là, mais ce qu'il doit utiliser pour travailler, pour fabriquer les globules rouges, elle ne l'a pas. C'est ça. Vous voyez, donc c'est de façon caricaturale, c'est comme ça, les deux mécanismes. Et donc dans ces mécanismes, comme il a dit, il y a plusieurs causes qui peuvent sortir et qui peuvent expliquer la survenue de l'anémie. Très bien. Alors, merci Dr Maniang. Nous allons poursuivre cette émission avec le tout premier sujet de santé d'abord préparé ce soir. Je le disais tout à l'heure également dans l'introduction que nous avons interroger certaines personnes dans la rue. Alors, c'est pour savoir les informations dont elles disposent. Lorsqu'on parle de l'anémie, l'anémie, qu'est-ce que c'est, quelles sont ses causes, quels sont les signes qu'elle présente et les moyens thérapeutiques pour certains de la corriger. Nous allons écouter quelques citoyens qui se sont prononcés sur ces questions. Tout de suite, c'est dans le micro-trottoir. L'anémie, c'est quand le taux d'hémoglobine est bas par rapport à la normale. On peut citer une cause d'anémie par rapport à une affection pathologique qui agit sur l'hémoglobine. C'est-à-dire qu'on peut citer le palu. Tout d'abord, le palu peut être à la cause de l'anémie. Les vers peuvent être à la base de l'anémie. Toute autre maladie héréditaire comme drépanocytose, il y a des infusions traditionnelles. À part ça, il y a des médicaments pharmaceutiques. Il y a assez d'anti-anémiques qui peuvent faire relever le taux d'hémoglobine. L'anémie, c'est un manque de globules dans le corps, de globules rouges dans le corps. Oh, les signes, je pense que il y a d'abord le manque de sang dans les yeux, je veux dire. Et puis, souvent on est fatigué, souvent on a la langue qui est un peu salée. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, franchement. On doit beaucoup faire attention parce qu'il y a une anémie aussi qui était mortelle d'avant. J'ai eu une idée sur ça, on appelait l'anémie pernicieuse. Avant qu'elle n'était pas bien traitée, elle causait même la mort. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la santé et tout, le taux de mortalité a diminué quand même. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en considération. Dans les approches de traitement, j'ai cru entendre qu'il faut d'abord beaucoup boire de l'eau, si j'ai bonne mémoire, et boire des produits mélangés à des tomates, et des betteraves, tout ça. Il faut beaucoup boire ces produits-là pour se renforcer en taux de globules rouges, parce que c'est le manque de globules rouges qui généralement amène l'anémie. Selon moi, l'anémie, ça se manifeste par des symptômes à travers la présence des œdèmes et aussi souvent le battement de cœur et aussi la fatigue. Les sujets anémiés ont souvent un système immunitaire très faible. Du coup, dès que ces sujets, ou bien les anémieux ne mangent pas assez vite, ils font une hypoglycémie. Cette hypoglycémie les conduit généralement à une crise de syncope. Selon moi, pour traiter l'anémie, il y a quelque chose qu'on appelle communément chez nous à Dako. Il faut toujours la préparer et mélanger avec du lait pic. Il faut souvent manger des poissons fraîches et fumés et des bananes aussi. Je suis un peu anémiée parfois. Premièrement, en tant que femme, lorsque tu es anémiée, on a peu de saignements, on est nerveuse. En tant que femme, lorsque je suis en menstrues, j'ai peu de saignements, je suis nerveuse, je suis tout le temps fatiguée, tout le temps, tu as le besoin de t'assoupir, de te reposer. Personnellement, lorsque moi je suis anémiée, je prends un mélange de malta avec tomate en boîte. Je prends un légume appelé communément betterave que je râpe, je mélange ça avec du lait pic. Je mange souvent beaucoup de légumes pour m'aider pour combattre cette malaise.
Voilà, Dr Magnac, vous les avez écoutés, une réaction par rapport à tout ça? Oui, alors ma réaction, c'est tout de suite des confusions. C'est vrai, ils ont dit beaucoup de choses qui m'intéressent. Plus ou moins vrai. Oui, mais il y a beaucoup de confusion par rapport à l'anémie. L'anémie, ce n'est pas lié au nombre de globules rouges. Comme quelqu'un l'a dit, c'est le taux d'hémoglobine. C'est la quantité d'hémoglobine que nous avons. Et cette quantité, elle varie en fonction de l'âge, en fonction du sexe et en fonction de la race. Vous voyez, donc quelqu'un a dit que c'est en fonction de la diminution du taux d'hémoglobine en dessous des valeurs normales, qu'on appelle valeurs physiologiques. Vous voyez, donc ça c'est la bonne définition. Donc ce n'est pas lié au globule rouge. Maintenant, par rapport au traitement, j'ai entendu betterave, tomate. Ce n'est pas parce qu'on a des substances qui donnent une couleur rouge qu'on va dire que ça... La boisson Malta? Malta par exemple, non. Je pense qu'on va peut-être arriver au traitement, parce que j'ai vu c'est cause et traitement. Et là, je vais revenir un peu sur le traitement. Parce que le traitement dépend du type d'anémie. Et c'est ça qui fait que quand vous êtes en situation d'anémie, ou bien vous avez des signes qui orientent vers l'anémie, qui font penser à l'anémie, il y en a qui ont dit des signes, c'est bon, il faut aller consulter. Il faut consulter et le médecin va faire des analyses, va vous poser des questions, va faire une analyse pour être orienté sur le type d'anémie. Et c'est quand il connaît le type d'anémie dont vous souffrez qu'il sait quel traitement il faut vous donner. Et maintenant, on a dit l'anémie, c'est un symptôme. Il y a une pathologie en dessous. On ne va pas traiter l'anémie de façon isolée. Il faut aller s'attaquer à la cause. Vous voyez, donc ce n'est pas le traitement de l'anémie, ce n'est pas aussi simple comme ils ont dit, il faut boire du malta, de la tomate, betterave. Certes, il y a peut-être des vitamines dans ces légumes qui sont cités. Vous voyez, et ces vitamines-là contribuent à la production du globule rouge. Mais qui sait si c'est cette vitamine-là qui vous manque? Si vous n'avez pas consulté, on n'a pas fait une analyse, on n'a pas documenté votre anémie, on ne saura jamais la cause. Et donc, c'est qu'il faut aller prescrire comme médicament. Vous voyez, donc vous traitez, vous prenez autre chose alors que votre anémie est à côté. Alors, il y a un intervenant qui a mis l'accent sur, c'est vrai que par rapport aux maladies qui favoriseraient l'anémie, il a cité le paludisme, il a cité la drépanocytose. Et vous serez d'accord avec ces deux maladies. Mais cependant, il a encore parlé des vers. Et je pense qu'il parle des vers intestinaux. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les vers intestinaux peuvent, ou bien de quel vers il parle? Sûrement que c'est les vers intestinaux. Est-ce que ça a un lien avec l'anémie lorsqu'elle survient? Bien sûr. Alors, les vers, la plupart sont des vers qui sont hématophages. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent du sang. Ils ne mangent que, ils ne prennent que les globules rouges, les hématies. Et donc, quand vous avez ces vers-là qui ne se nourrissent que du sang, c'est normal que vous ayez une spoliation sanguine. Donc, à un moment donné, vous allez être en situation d'anémie. Voilà. C'est par exemple l'ankylostome, le ténia, les vers comme l'amibe. Donc, ils se nourrissent du sang. Ouais, donc, et ces vers-là vont vous entraîner une anémie quand vous en avez en quantité suffisante et qui sont là pendant une longue durée. Alors, la personne a également mis l'accent sur l'anémie pernicieuse. Puisqu'il y a plusieurs types d'anémie, vous-même vous l'avez dit. Alors, l'anémie pernicieuse, une anémie mortelle, dangereusement mortelle? Oui, au fait, est-ce qu'il en a fait allusion? Oui, mais maintenant, ce n'est plus le cas. L'anémie ne peut pas provoquer la mort. Oui, au fait, le problème de l'anémie pernicieuse, c'est quoi? C'est que nous avons une anémie, on étudie, on est en train de chercher la cause qu'on n'a pas pu identifier. Et donc, les traitements qu'on met, on n'a pas encore... Et ça arrive aussi souvent? Oui, parce que à ce jour, c'est vrai, quand on voit les anémies, il y a un tiers des anémies, classiquement, c'est dû à la nutrition, un problème de nutrition. Il y a un tiers des anémies, ça c'est selon l'OMS, un tiers c'est la nutrition, un tiers c'est dû au fait qu'il y a des maladies chroniques comme la drépanocytose, la thalassémie, qui vont entraîner un manque de sang, d'accord, l'anémie. Et maintenant, le reste, le dernier tiers, c'est les anémies, très souvent, on n'a pas la cause.
D'accord, on n'a pas la cause, donc quand on n'a pas la cause, c'est difficile de maîtriser, de pouvoir traiter, de maîtriser l'anémie. Et donc on fait des traitements parfois symptomatiques et qui font que l'anémie va durer parce qu'on n'a pas la cause, on n'a pas trouvé la cause réelle de l'anémie. Et voilà, donc c'est un peu ça, c'est ces anémies-là qu'on met dans ces contextes-là. Et donc quand c'est comme ça peut vous embêter, ça peut vous amener à la mort si rien n'est fait. Voilà. Voilà. Ok. Alors, mais de plus en plus, il faut se dire qu'on arrive à catégoriser, on arrive à mettre la main sur la cause de l'anémie et donc le problème ne se pose plus. Mais est-ce que fondamentalement, il y a des personnes qui sont des personnes à risque de l'anémie, de faire de l'anémie? C'est vrai que la drépanocytose, dont vous êtes spécialiste justement, le paludisme, à part ces personnes souffrant de ce type de pathologie, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'exposent à l'anémie? Oui, il y a plusieurs facteurs de risque de l'anémie. Il y a plusieurs. Je vais aller peut-être du plus simple, vous citer comme ça. La malnutrition, par exemple, quand vous êtes dans une situation de pauvreté, vous mangez mal, dans votre alimentation, il manque des facteurs, des substances qui aident l'organisme à fabriquer les globules rouges. Donc, à quantité suffisante. Oui, à quantité suffisante. Par exemple, quand vous mangez et que votre alimentation est pauvre en fer, est pauvre en vitamine B9, en B12, en B6, qui sont des constituants, des matériaux de construction du globule rouge, vous allez être certainement anémié, puisque vous avez la machine, la moelle osseuse qui est là, mais il n'y a pas des ressources suffisantes pour fabriquer les globules rouges. Voilà. Quand on prend de l'alcool, l'alcoolisme va entraîner un déficit en vitamines, en B6 et en B1, et donc à un moment donné, vous allez être en situation d'anémie. Quand on prend les gens qui se nourrissent que des végétaux, les végétariens stricts, vous voyez, donc lui, il va manquer du fer, il va manquer de la B12, qu'on retrouve beaucoup dans la viande. Dans la viande, oui. Vous voyez, donc lui il peut être aussi en situation d'anémie. Il y a des médicaments tels que les antibiotiques, les antiépileptiques. Il y a une liste de médicaments qui peuvent favoriser la survenue de l'anémie. Il y a aussi un groupe de médicaments qui vont entraîner une toxicité de la machine qui fabrique le sang, c'est-à-dire de la moelle osseuse. On appelle ces médicaments les médicaments myélotoxiques, voilà, ou bien voilà, myélotoxiques et hématotoxiques, donc qui vont vous pousser à être dans une situation d'anémie. C'est ça. Ouais, donc ces causes-là peuvent. Alors, il y a également des causes physiologiques, par exemple la grossesse. Quand on est en état de grossesse, on peut également avoir l'anémie. Donc, ça, c'est des causes, des situations qui peuvent amener les sujets à être en situation d'anémie. Alors, comment reconnaît-on une personne anémiée? Docteur Madiang, il y a une préoccupation particulière que je voudrais exprimer ici. Vous l'avez dit en la trame de cette émission que l'anémie n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, mais c'est un signe. L'anémie étant un signe, cette anémie va également provoquer d'autres signes. La preuve, lorsque une personne est anémiée, il y a des signes, des symptômes que la personne va présenter et qui sont forcément liés à l'anémie, qui est aussi un signe et non une maladie. C'est aussi paradoxal, ou bien? Je comprends très bien votre préoccupation. Oui. Et c'est vrai, l'anémie, c'est un signe, et c'est pas une maladie, parce que c'est un signe qui va contribuer à pouvoir mettre la main, à pouvoir identifier une maladie. Sous-jacente, une maladie qui est... Oui, c'est-à-dire que quand on dit maladie, il y a un ensemble d'arguments. Et donc l'anémie aussi peut être un argument qui peut venir conforter, confirmer le diagnostic qu'on est en train de vouloir poser. C'est ça, oui. Voilà, maintenant, l'anémie étant un signe, dans son impact sur le sujet, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous ne supportez plus votre anémie, parce que vous avez des taux de plus en plus bas, alors en ce moment, vous allez commencer par présenter des signes. Et c'est là où l'anémie qui est un signe va entraîner d'autres signes. Voilà. Voilà, donc, et là, ça va entrer dans ce qu'on appelle un syndrome anémique. Ok. C'est-à-dire que l'ensemble des signes-là, quand on les a maintenant, on va les regrouper dans un syndrome. Et c'est souvent le syndrome qui intéresse souvent dans le diagnostic des pathologies. L'anémie pris isolement peut ne pas peut-être, peut ne pas être le facteur, le poids, faire le poids. Mais quand il rentre dans un regroupement syndromique, là, ça permet d'être beaucoup plus confortable dans sa démarche diagnostique. Okay. Alors, l'anémie, quand on prend l'anémie, elle peut entraîner quoi? La fatigue. Les symptômes, voilà, les signes. La fatigue, parce que vous êtes anémié. Alors, revenons un peu. Quand on dit anémie, on a dit que c'est la diminution du taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le pigment du globule rouge qui va assurer le transport de l'oxygène du poumon vers les tissus. Et donc, quand l'oxygène va arriver,
ça va entraîner le métabolisme du glucose pour vous donner de la force, de l'énergie. Donc quand vous n'avez pas assez d'oxygène, vous allez voir qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas bien utiliser les nutriments que vous avez eu à travers l'alimentation, et donc vous allez être fatigué. Vous allez être fatigué. Une fatigue générale, ou bien une fatigue... Et généralement, c'est ça qui amène souvent les gens à consulter. Alors, avec l'anémie également, on peut avoir des battements anarchiques du cœur. Parce que le cœur, quand il bat, tout est calculé. Il doit envoyer une quantité de sang au niveau des tissus pour amener des nutriments au tissu. Alors, quand vous manquez du sang, vous êtes en anémie, quand le sang arrive, les tissus réclament davantage parce qu'ils n'ont pas assez de ski, ils n'ont pas assez d'oxygène. Ils réclament davantage. Et donc, par réflexe, le cœur va se mettre à battre plus rapidement. Et donc, ça va entraîner une tachycardie. C'est ce qu'on appelle le terme approprié. Des palpitations, oui. Il va y avoir des palpitations, mais c'est que le cœur bat plus vite. Et à la longue, quand ça va durer, les cardiologues vont vous le dire, ça va entraîner un gros cœur. Une hypertrophie du cœur. Voilà, donc du cœur. Parce qu'un organe qui travaille beaucoup, à un moment donné, va être gonflé. Donc ça, on rentre un peu en cardiologie. Alors, lorsque le taux est beaucoup plus bas, vous pouvez même rentrer en coma. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que des mouches volent autour de vous. Vous allez avoir des bourdonnements d'oreilles, vous allez avoir des céphalies, vous allez vous pouvez être nerveux. Donc voilà donc des signes. Vous allez avoir peut-être des brûlures en ingérant des aliments épicés. Donc ça, c'est des symptômes qui vont amener, quand le patient vient vers nous et présent, il vous dit qu'il a des signes comme ça, vous tout de suite vous pensez à l'anémie. Et donc ces différents signes-là, on les regroupe dans ce qu'on appelle le syndrome anémique. Merci beaucoup. Alors, deuxième sujet justement, je le disais également dans mon introduction, elle présentait quelques signes qui l'ont amené à consulter un médecin. Donc, jeune sœur que nous allons voir tout à l'heure en face de son médecin dans la salle de consultation, n'arrivait plus à bien manger. Donc, elle avait une perte d'appétit, elle se fatigue vite et puis elle a aussi parfois le vertige et pour couronner tout, elle a dit qu'elle ne dort pas bien la nuit. Alors, qu'est-ce que le médecin lui a dit à propos de tout cela? Nous allons vous proposer cette petite séance de consultation et après, on revient sur le plateau avec notre invité du jour. I'm just sitting here. I got time. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, en fait, il y a de cela quelques jours, je ressens de la fatigue. Après quelques efforts physiques, je ressens il y a une fatigue qui pèse sur moi. Même quand je fais du sport, je suis essoufflée. Je ressens de la fatigue, il faut m'arrêter pour reprendre mon souffle, puis ça prend un peu de temps. J'ai aussi le vertige, j'ai pas trop d'appétit aussi. D'accord, ok. Alors depuis combien de temps ressentez-vous ces symptômes, ces signes? Disons 1 à 2 semaines. 1 à 2 semaines, d'accord, ok. C'est tout, il n'y a pas d'autres signes associés, pas de fièvre, rien de tout ça? Non. D'accord, ok. Est-ce que vous avez un antécédent particulier à signaler, drépanocytose, asthme, quelque chose de particulier? Non. Et dans votre famille? Non. Rien de tout ça? D'accord. Alors après ces petites questions, je vais vous examiner, d'accord? Vous allez vous diriger vers le lit d'examen. Vous commencerez d'abord par vous asseoir. Commencez par regarder vos conjonctives pour en apprécier la couleur. D'accord? Je vais regarder les paumes de vos mains. Toujours pour en apprécier la couleur. D'accord? D'accord. Ensuite, j'examine vos poumons. Vous allez respirer par la bouche. Donc, palpez votre abdomen à la recherche de l'augmentation de la taille d'un des organes intra-abdominaux.
Ce faisant, si vous ressentez une douleur particulière, vous me le signalez. Très bien, on fait ça et on se revoit très bientôt avec le résultat. D'accord. Merci, docteur. Merci. Je ressens de la fatigue, je suis essoufflée après quelques efforts physiques. J'ai pas d'appétit et puis j'ai souvent des vertiges aussi. Depuis quelques semaines, il y a 2 semaines, je n'avais pas pris de médicaments. Bon, il a dit que ça pourrait être lié à l'anémie, donc il m'a fait une ordonnance d'aller faire une analyse et après on se revoit lorsque j'aurai les résultats des analyses. C'est la première fois que je suis en train de ressentir ces symptômes, c'est la première fois. Voilà, jusque-là, on n'a pas encore les résultats des analyses demandées par le médecin, mais voilà, on peut dire, comme on le dit hein, dans cette émission, l'anémie est un signe qui va engendrer également d'autres signes dont elle vient de parler, et la fatigue surtout. Alors, dites-nous, docteur, une personne qui est très pâle, puisqu'on est dans les signes de l'anémie, une personne qui est très pâle, cela a-t-il toujours un lien avec l'anémie? Si nous parlons du diagnostic différentiel, la pâleur, est-ce que ça a rapport forcément avec l'anémie? Du coup, on pense à l'anémie lorsque une personne est très pâle? Oui. Alors, l'un des signes pathognomoniques, si on peut dire comme ça, a dit que ça, c'est la pâleur. Parce que quand on parle d'anémie, c'est au fait la coloration d'abord des téguments. Et quand on manque du sang, la coloration, vous avez dit des téguments, c'est-à-dire la paume des mains. Voilà. Le mot là, il est trop fort, on n'en a jamais entendu parler des téguments. Donc il faut parler en français facile. Okay, la coloration de la paume des mains. La paume des mains, voilà. La plante des pieds, surtout chez nous, les noix et puis également les yeux. Donc, et l'aspect général. Quand on voit quelqu'un qui est pâle, de façon générale, on l'observe. Et donc ça, je peux dire que quand on est pâle, à 95%, sinon pratiquement 100%. Et c'est des signes cliniques. Oui, ça c'est un signe. Oui, c'est un signe clinique. Un signe clinique qu'on observe. Et donc, rapidement, il va falloir faire l'analyse qu'il faut, c'est-à-dire l'hémogramme, l'hémogramme que les gens appellent communément NFS. Donc, on va aller faire la NFS et puis on va voir si vraiment vous êtes anémié. Et il peut dire dans 95% des cas, même pratiquement 100%, vous êtes sûr de tomber sur une anémie, quoi. Alors, parlons de l'anémie chez les enfants. L'anémie chez l'enfant, est-ce que les causes sont les mêmes? Ou bien les facteurs de risque sont les mêmes? Oui, au fait, quand on parle d'anémie, il n'y a pas de facteurs de risque liés forcément à l'âge. C'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, les facteurs de risque, bon, c'est vrai que les enfants ne prennent pas d'alcool. Il y a peut-être certains facteurs qu'on va retrouver beaucoup plus chez l'adulte. Mais chez l'enfant surtout, chez nous, il y a la malnutrition et également le paludisme. Je peux dire que c'est les principaux qu'on a chez nous, la malnutrition et le paludisme. Maintenant, ça c'est en Afrique, parce qu'en Europe, on n'a pas les mêmes enjeux. Quand on parle d'anémie, c'est vraiment un problème de santé publique à l'échelle mondiale, parce qu'on retrouve l'anémie dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement. Et donc, c'est un problème qui intéresse tout le monde, mais les causes ne sont pas les mêmes qu'on soit dans un pays en voie de développement et dans un pays développé. Alors, chez les enfants, comme je dis, c'est essentiellement la malnutrition et également le paludisme. Maintenant, il y a des maladies chroniques qui peuvent venir ensuite, des maladies chroniques comme la drépanocytose, comme la thalassémie, génétique. Des maladies génétiques. Né avec ça. Et chez le garçon, on peut avoir un autre facteur que peut-être je n'ai pas cité, ça c'est beaucoup plus chez les garçons, c'est le déficit en une enzyme. C'est-à-dire? Il y a des enzymes, voilà, quand je disais que le raccourcissement de la durée de vie des globules rouges en périphérie, c'est-à-dire qu'ils sont sortis, alors dans ce raccourcissement-là, il y a des facteurs, des maladies génétiques, comme le déficit en certaines enzymes. Et la première enzyme, c'est ce qu'on appelle la glucose 6-phosphate déshydrogénase, qui protège le globule rouge contre les agressions, contre le stress. Voilà, donc cette enzyme-là, elle est là et on voit cette maladie beaucoup plus chez les garçons.
Ouais, et cette maladie va entraîner une destruction exagérée des globules rouges et donc entraîner l'anémie. Voilà, donc chez l'enfant, souvent on a ces causes-là, on les retrouve, donc malnutrition, paludisme, les maladies génétiques, et voilà, donc les maladies génétiques, il y a cité de drépanocytose, thalassémie et les maladies dues à des déficits enzymatiques. Alors, est-ce qu'il existe plusieurs examens biologiques pour déterminer les types d'anémie dont souffre une personne? La jeune fille de tout à l'heure qui a été reçue par le médecin, elle a dit, le médecin après examen lui a prescrit des analyses à faire et c'est comme ça qu'on parlera, comme l'a dit Dr Magnac tout à l'heure, de l'hémogramme par exemple, connu sous le nom de NFS, du frottis sanguin ou bien d'autres examens encore. Quels sont les contours des différents examens à faire lorsqu'on souffre de l'anémie? Quelques explications avec le biologiste qui va nous situer sur cette question bien précise. Bon, habituellement, en cas d'anémie, le médecin nous demande l'hémogramme plus frottis sanguin. Donc, l'appareil qui permet de faire l'hémogramme, le voilà. Donc, c'est à base de ça que le médecin va savoir s'il y a anémie ou pas. Bon, c'est les premiers des examens à demander. C'est après ça maintenant que, compte tenu des types d'anémie, le médecin peut demander d'autres analyses complémentaires. Bon, en cas d'anémie, l'examen recommandé sur le plan international, le premier examen qui permet de diagnostiquer qu'il y a vraiment anémie, c'est l'hémogramme. Bon, habituellement sur notre territoire, parfois on demande le TH pour aller vite, mais ça ne permet pas de donner tous les paramètres contours qui se retrouvent dans l'anémie. Parce qu'il y a différents types d'anémie et c'est pas l'hémogramme que vous devez savoir si c'est telle anémie, c'est telle anémie ou c'est pas telle anémie. Donc c'est l'examen incontournable pour pouvoir détecter s'il y a anémie. Une fois l'anémie détectée, le médecin va envisager d'autres examens parce qu'il y a les différents types d'anémie. Donc parfois pour connaître la cause de l'anémie en question, le médecin peut demander si par exemple nous sommes en présence d'une anémie microcytaire hypochrome. Il y a certains médecins, bon, ça les tique un peu, ils demandent en même temps la goutte épaisse sur notre territoire pour voir si c'est le paludisme qui est à la base du fait qu'il y a anémie microcytaire hypochrome, ou soit il voit l'état physiologique du patient. Si tel patient avec son âge ou bien peut-être c'est une femme enceinte, est-ce que ces paramètres sont normaux? Si c'est normal, alors il n'y a pas de souci, il va écrire un médicament qui va essayer de réglementer l'anémie. Mais s'il voit que l'état physiologique de la personne ne le permet pas là, il demande d'autres analyses. Il peut demander même les analyses pour voir s'il y a des processus inflammatoires, en cas de s'il suspecte les infections. Et aussi dans l'hémogramme, il y a aussi les globules blancs. Donc l'hémogramme révèle si les globules blancs sont élevés ou pas. Le médecin peut en même temps demander d'autres analyses pour voir s'il y a infection ou pas. Si c'est diminué, il peut demander d'autres analyses pour voir si c'est le type d'infection. Maintenant, parmi les anémies, il y a aussi les anémies macrocytaires. Là, on sait que la personne a assez de fer dans l'organisme, il y a trop de fer. Si c'est anémie microcytaire, on sait que la personne est genre, les globules rouges ne sont pas en forme, c'est-à-dire ils ont diminué de taille. Et si c'est hypochrome, là, on sait qu'ils n'ont pas leur teinte normale, donc on va lui écrire un médicament pour compléter l'anémie. Maintenant, avec les examens complémentaires que le médecin demande, ça va lui permettre de voir qu'est-ce qui cause ça. Si c'est un parasite, si c'est un virus, si c'est une bactérie. Bon, bref, c'est ce que je peux dire. Voilà, bref, c'est ce que vous pouvez dire. Merci beaucoup au technicien biologiste. Docteur Magnac, vous l'avez écouté. Un commentaire? Oui, alors mon commentaire, c'est ce qu'il a dit, c'est l'élément fondamental, ou bien l'analyse fondamentale qui permet de dire qu'il y a anémie ou pas, c'est l'hémogramme. C'est vrai, avec l'expérience, quand on voit quelqu'un, il est pâle, on n'a pas forcément besoin de l'hémogramme pour dire qu'il est en situation d'anémie. Ouais. Mais pour confirmer de façon formelle, nous, c'est l'hémogramme. Et comme il a dit, c'est dans le monde entier, c'est pas au Togo, c'est partout. C'est l'hémogramme, cette analyse qui permet de dire qu'il y a anémie ou pas. Très bien. Alors, le thème de l'émission de ce soir, c'est l'anémie, cause et traitement. Je crois que nous avons déjà abordé les questions relatives aux causes de l'anémie. Le deuxième volet de cette émission, c'est les traitements, ou bien les possibilités thérapeutiques pour corriger l'anémie. Alors, l'anémie étant un signe, mais qui provoque également d'autres signes qui affaiblissent l'organisme ou bien qui affaiblissent la personne qui en souffre. Comment est-ce que vous prenez en charge l'anémie? La prise en charge va dépendre forcément des types d'anémie que vous avez en face de vous. C'est cela.
Alors la prise en charge de l'anémie, elle n'est pas aussi simple. Et c'est ce que je disais au départ, il ne faut pas que les gens pensent que l'anémie c'est juste prendre quelque chose qui a une coloration rouge et qui permet de corriger l'anémie. Ou bien je suis anémié, je manque du fer. Non. Quand on est anémié, il faudra faire des analyses pour pouvoir caractériser le type d'anémie qu'on a. Parce qu'il y a plusieurs types d'anémie et en fonction du type d'anémie qu'on a, le traitement va suivre. D'abord, je vais être simple. Quand on a une anémie, il y a l'urgence, la situation d'urgence. Si le patient que vous avez en face de vous est en situation d'anémie et qu'il décompense, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à supporter son anémie, c'est ça le mot décompenser. Il prend des signes, par exemple le coma, il devient inconscient, il devient agité. Il faut la transfuser rapidement. Il faut transfuser rapidement. C'est un patient chez qui, si on n'apporte pas une solution rapide, on risque de le perdre. Donc là, c'est la transfusion qui doit aller. Donc en urgence, quand on a une anémie et qu'on est en situation d'urgence, comme une femme qui vient d'accoucher et qui a perdu énormément du sang, ou bien un accidenté qui arrive, vous voyez qu'il est en situation, il présente des signes d'anémie. Le temps même de confirmer l'anémie, le médecin doit avoir des bons gestes, c'est-à-dire qu'il faut anticiper. Si vous voulez attendre le résultat, vous risquez de perdre votre patient. Vous devez anticiper. Donc ça, c'est l'urgence. Et ça, on les trouve des anémies aiguës. On doit aller vite. Maintenant, quand c'est une anémie chronique, et que c'est un patient qui dure dans le temps. Et vous savez la maladie qui est à l'origine de cette anémie. Vous voyez, souvent c'est une maladie qui entraîne l'anémie. C'est là on a dit l'anémie c'est un signe. Donc voilà. Donc vous allez maintenant, vous connaissez l'anémie, la cause de l'anémie. Vous avez l'anémie qui est bien tolérée par le patient. Vous allez maintenant utiliser des médicaments, des moyens médicamenteux qui ne sont plus la transfusion sanguine. Voilà. Maintenant, quand on vient aux moyens médicamenteux, et là il faut voir le type d'anémie. Comment on parle le plus simple? Bon, le plus simple, peut-être c'est moi qui le dis. Si vous avez une carence en fer, c'est la cause la plus fréquente. D'accord? Chez nous, en Afrique, je parle de l'Afrique parce que chez nous, le plus souvent, c'est des causes, c'est dû à des malnutrition. Et donc l'anémie due à la malnutrition, le premier c'est la carence en fer. Après il vient les parasitoses, puisqu'il y a les parasites et ils bouffent, ils entraînent une spoliation sanguine. Donc dans les anémies par carence en fer, quand on est rassuré, et là aussi c'est des analyses qui permettent de caractériser ça. C'est pas parce qu'on a une anémie, le technicien dit microcytaire hypochrome, qu'on dit attention c'est carence en fer. Non. Parce que là également, il y a d'autres chemins, on appelle ça des tiroirs, d'autres paramètres. D'accord. Non, je vais dire d'autres pathologies qui vont rentrer. Parce que quand je dis anémie microcytaire, c'est une famille d'anémies dans lesquelles maintenant il y a des maladies, donc qui vont intervenir. Et donc là, quand on arrive à documenter les analyses qui permettent de voir que est-ce que le sujet a assez du fer ou pas, quand on a ces analyses sous la main et qu'on a l'assurance que c'est une carence en fer, on prescrit du fer. Voilà, la démarche n'est pas aussi simple. C'est ça. Maintenant, il peut s'agir d'une anémie microcytaire hypochrome, mais qui n'est pas due à une carence, qui n'est pas due à un manque de fer, à une carence en fer. Ça peut être un problème purement inflammatoire. Il y a une infection que le sujet traîne et qui va entraîner ce type d'anémie. Là, il faut aller traiter l'infection. C'est la première fois aller traiter l'infection et vous n'avez pas besoin du fer. Si vous prescrivez le fer chez ce sujet, le fer là est un poison. Parce qu'il a déjà assez du fer, vous ajoutez le fer, l'excès de fer va se déposer dans des organes nobles. L'excès de toute chose étant nuisible. Et donc ce fer qui est en excès va être toxique pour ce sujet-là. C'est ça. Vous voyez, donc quand les gens ils ont une anémie et puis ils vont à la pharmacie, je suis anémié, je veux tel médicament, c'est une aberration, c'est une erreur. Parce qu'il faut pouvoir documenter. Et ça, c'est le médecin qui est capable de le faire. Il doit faire des analyses qui, à la fin, vont lui permettre de dire je suis devant telle situation et donc je dois prescrire tel médicament. Là, j'ai apprécié tout à l'heure, il a dit que la conduite de mon collègue qui a parlé tout à l'heure sur la télévision, vous voyez, il ne s'est pas pressé. Il est convaincu pratiquement que c'est une anémie, il a demandé une analyse. Voilà. Il va venir, il va voir, c'est tel type d'anémie. Et il va approfondir la recherche.
Et c'est en ce moment qu'il va décider de faire une prescription. Il ne s'est pas prescrit pour prescrire. Surtout que le patient n'est pas, la patiente, c'est une dame, n'est pas en situation d'urgence. Oui, donc, vrai. il a son temps, il va étudier l'anémie et puis il va faire le bon traitement. Et ça, c'est la bonne conduite. C'est ça. Voilà. Maintenant, il peut arriver où ce n'est pas le fer qui manque. C'est une anémie qui est due à une carence en vitamine B9, ce qu'on appelle de l'acide folique, ou bien en vitamine B12. Parfois, c'est les deux sont en même temps là. Et donc, on va prescrire le médicament qu'il faut. Si c'est la B9, on prescrit de l'acide folique. Si c'est la B12, on prescrit de la vitamine B12. Ouais. Et donc, en fonction du type d'anémie qu'on a, on va traiter le patient. Et je vais terminer en disant que quand on traite l'anémie par carence en fer, très souvent, il faut rechercher la cause de cette carence en fer. Ça, c'est l'élément fondamental. Si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez rien fait. C'est ça. Donc, vous allez chercher, est-ce que c'est une parasitose? Est-ce que c'est une spoliation sanguine, par exemple chez la femme? Est-ce que c'est une femme qui fait des menstruations qui durent dans le temps ou bien qui sont abondantes? Vous voyez, donc c'est ça la cause de cette carence en fer chez cette dame-là. Vous allez traiter la femme, vous allez lui apporter du fer pour corriger son anémie, mais il faudra avoir en esprit que vous devez chercher la cause et traiter la cause. Si vous n'avez pas fait ça, la dame va partir et 2 ou 3 mois après, elle va revenir avec les mêmes symptômes. Vous n'avez pas rendu service. Vous voyez donc, quand les gens pensent que je suis en situation d'anémie, je vais aller prendre du Malta, je vais aller, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est des trucs empiriques que les gens ont vu faire par observation, mais ça ne règle pas fondamentalement le problème. Il faut normalement aller à l'hôpital et qu'on identifie, qu'on puisse étiqueter votre anémie et traiter l'anémie de façon convenable, de façon précise pour que le problème soit réglé définitivement. Merci beaucoup, Dr Magnac. Santé d'abord, une émission d'information et de sensibilisation. Je crois que nous sommes dans ce schéma et le docteur, j'aime bien ces explications parce qu'il rentre dans les détails pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. C'est vrai que lorsqu'on est anémié, on a vite fait d'aller mélanger du Malta, comme l'a dit une demoiselle tout à l'heure, avec de la tomate en boîte ou bien de la betterave, même des infusions des herbes de coloration rouge pour apporter du sang à l'organisme. C'est faux. Arrêtons de faire ce genre de choses. Et lorsqu'on se sent fatigué, on est pâle. Est-ce que la pâleur, on peut l'observer soi-même? On peut l'observer soi-même, Dr Magnac? Oui, très souvent, c'est les sujets eux-mêmes qui observent leur pâleur et qui viennent à l'hôpital. Voilà. Donc la pâleur, le vertige, la fatigue, ce sont des signes qui les amènent à consulter. Alors, je vais rectifier quelque chose. L'utilisation de la betterave, l'utilisation de ces légumes, de la carotte, des légumes, je ne dis pas que c'est je ne dis pas que c'est mauvais. Au contraire. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des substances dedans qui vont enrichir, qui vont permettre à l'organe de tirer des matériaux de construction du globule rouge, des nutriments. Ça peut aider. Mais si vous voulez résoudre le problème de façon fondamentale, en plus de ça, je pense qu'il faut aller à l'hôpital. Il faut qu'on cherche la cause. On cherche. Surtout si vous avez fait ça une fois et ça a marché, je n'en sais rien, et que ça revient, il faudra savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'avez pas maîtrisé. Et ça, le médecin peut maîtriser cela parce que vous n'avez pas tous les contours du problème. Donc lui, il est formé, il sait très bien qu'il y a ceci, il y a telle question qu'il faut poser pour rechercher telle cause. Tout à fait. Et quand j'ai cette cause-là, je sais que c'est comme ça qu'il faut agir. Très bien. Alors, parmi les signes que provoque l'anémie, il y a le battement du cœur, vous l'avez dit tout à l'heure. Le battement rapide du cœur aussi est un signe qui peut orienter le médecin vers un diagnostic concernant l'anémie. Bien sûr. D'accord. Alors, une anémie, retenez bien, chers téléspectateurs, une anémie chez une personne qui a un problème cardiaque n'est pas souhaitable parce que les répercussions de cette anémie sur sa santé peuvent être dangereuses. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est sur cet aspect-là que le médecin cardiologue, le cardiologue voudrait bien insister ce soir dans cette émission. Plus de détails avec Dr Allumont Joseph. Le deuxième volet, c'est lorsqu'on a une anémie chez quelqu'un qui a un problème cardiaque déjà. Donc la personne même a un problème cardiaque, son cœur ne travaille pas bien. Donc si on va lui demander de faire double travail
pour pouvoir suppléer le travail, ce que l'anémie n'arrive pas à apporter, pour pouvoir compenser ça, on risque de déstabiliser rapidement le cœur là. Parce que le cœur lui-même a ses problèmes, il ne travaille pas bien, et du coup, une anémie chez quelqu'un qui a un problème cardiaque déjà avéré, déjà connu, n'est pas recommandé. Nous, on fait tout pour ne pas avoir d'anémie, même modérée, même petite anémie chez celui qui n'a pas un problème de cœur. Parce que là, ça va fatiguer rapidement le cœur et ça va décompenser sa maladie cardiaque. Donc voilà un peu les répercussions de l'anémie sur le cœur. Ça dépend du cœur qui est normal ou bien du cœur qui est déjà malade. Donc comme conseil, nous conseillons souvent à nos patients, surtout ceux qui ont des problèmes de cœur, de pouvoir d'abord manger équilibré, assez de fruits, assez de légumes, pour pouvoir fabriquer eux-mêmes de l'hémoglobine, et de respecter les rendez-vous, les suivis, parce que de temps en temps on fait des bilans pour voir est-ce qu'il y a des problèmes, des anémies qui viennent, pour rapidement compenser ces anémies-là, pour rapidement essayer de traiter ces anémies-là afin d'éviter des problèmes plus graves plus tard. Et pour les autres, ceux qui ont les cœurs sains, en cas d'anémie, il faut le traiter. Il faut suivre le traitement. Le traitement de l'anémie, lorsque l'anémie est due à une carence d'apport de fer, c'est un traitement qui dure 2-3 mois. Souvent, les gens ils prennent une boîte de médicaments et puis disent j'ai fini mon traitement. Non, le traitement c'est 2 à 3 mois de traitement pour pouvoir d'abord régler ce qui est carencé, c'est-à-dire apporter, et ensuite constituer une petite réserve pour que s'il y a un problème qui va utiliser l'hémoglobine, qu'on ne puisse pas en descendre en bas de la normale. Donc le traitement de l'anémie, de savoir que ça dure 2 à 3 mois pour bien avoir un bon taux d'hémoglobine. Voilà, docteur Maniang, à chaque fois, je vous demanderai de placer un petit commentaire par rapport à ce que vos collègues de l'autre spécialité, je vais parler de la cardiologie, disent. Alors, une réaction par rapport à ce que docteur Aloumon, Joseph vient de dire. Oui, alors, docteur Aloumon, c'est un spécialiste, donc c'est un cardiologue. Alors, je pense qu'il connaît très bien l'anémie. Oui. Il a dit qu'il faut éviter l'anémie chez un sujet cardiaque, c'est-à-dire un sujet qui a déjà des problèmes cardiaques. Voilà. Parce que ça va être un peu plus grave. J'ai dit tantôt que dans l'anémie, le cœur est obligé de battre plus vite pour satisfaire les différents tissus qui sont dans l'organisme, qui en demandent. Et donc, pour faire cette fonction, si le cœur n'était pas sain au départ, on risque d'avoir la catastrophe. Et donc, la deuxième chose qu'il a dit, il sera fragilisé davantage. La deuxième chose qu'il a dit qui m'intéresse, c'est que chez un sujet cardiaque, il conseille une bonne alimentation. C'est parce qu'il sait que dans l'alimentation, il y a des nutriments qui permettent d'éviter l'anémie. C'est dans l'alimentation qu'on retrouve le fer, la B9, la B6, tout ce dont on a besoin pour construire les globules rouges et ne pas être en situation d'anémie, on va le trouver dans l'alimentation. Voilà. Et la troisième chose qu'il a dit qui est important, très important, c'est que le traitement de l'anémie par carence en fer, ce n'est pas une question d'une boîte de médicaments. Il a dit le traitement dure 2-3 mois. Moi, j'allais même peut-être aller jusqu'à 4 mois. Tout dépend. Vous voyez? Donc, souvent, les gens ignorent cela. Ils pensent que j'ai pris une boîte, peut-être que si reparti, on a fait une analyse, c'est bon. Non, ce n'est pas réglé. Si vous arrêtez là, peut-être 2-3 semaines après, les mêmes symptômes vont revenir. Donc, c'est ce qui fait que le traitement doit être conduit par un médecin et à un moment donné, vous dira que oui, c'est bon. Et en ce moment, on arrête. Très bien. Vous voyez? Et je suis sûr que quand c'est un médecin, il cherchera également
également traiter la cause de votre anémie. Anémie. Voilà. Alors, supposons qu'une personne qui souffre d'une anémie chronique. Une anémie chronique, c'est-à-dire une anémie, comme l'a dit Dr Maniang, une anémie qui dure dans le temps. Et cette personne n'est pas allée pour se faire consulter, elle se contente juste de faire de l'automédication. Quelles peuvent être à court ou long, bien moyen terme, les conséquences de cette anémie chronique sur son état de santé générale, par exemple? Oui, alors la première conséquence, bon, l'une des conséquences... n'est pas dans ce cas d'une anémie aiguë, d'où il faut agir vite. Une anémie chronique, la personne se dit, bon voilà, je suis anémie, mais je n'ai pas les moyens pour aller me faire consulter et avoir une liste d'ordonnances à payer. Donc, elle va chercher des médicaments ou bien les recettes de grand-mère, les remèdes de grand-mère, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et à la longue, quelles peuvent être les conséquences de l'anémie sur cette personne-là, sur sa santé en général? Oui, alors la conséquence qu'on retrouve le plus souvent chez les sujets par exemple des parasitaires qui traînent avec une anémie, c'est l'hypertrophie cardiaque. Le cœur augmente de volume parce que ce cœur, il bat toujours plus vite pour pouvoir compenser le manque. Comme il dit, il n'y a pas assez d'oxygène en périphérie, c'est-à-dire qu'au niveau des tissus, et donc le cœur est obligé de travailler plus vite pour compenser. Donc à la longue, ces sujets-là, on va voir qu'ils vont développer une hypertrophie cardiaque. Et c'est ce que vous appelez, bon pas vous, mais vos collègues de la cardiologie, gros cœur? Oui. C'est ça le gros cœur? Exactement, c'est le gros cœur. D'accord. C'est le gros cœur. Et maintenant, on va avoir également d'autres conséquences. Par exemple, il peut arriver à un moment donné que cette anémie qui était chronique va se décompenser brusquement. Vous voyez, parce qu'il est dans une situation qui demande beaucoup d'oxygène et donc il va décompenser. Et là, et ça le rend plus fragile parce que si on ne fait pas attention, on va vite, on peut perdre ces patients-là. Voilà, donc maintenant, autre conséquence, c'est que les organes nobles, comme le cerveau, comme les yeux, comme le rein, le cœur lui-même, qui ont besoin, qui ont besoin d'être bien oxygénés pour fonctionner, vont avoir un impact. Et donc, à la longue, vous allez avoir, par exemple, chez l'enfant, il peut avoir un retard mental, un retard scolaire, voilà, donc des conséquences comme ça. Chez la femme enceinte, par exemple, une anémie qu'elle traîne depuis le début de la grossesse jusqu'à la fin peut entraîner un accouchement prématuré ou bien même, au pire des cas, une mort fœtale. Vous voyez, donc ça, c'est les conséquences d'une anémie chronique qui n'est pas prise en charge et qu'on a négligée. Alors, pour ce qui concerne le cœur, un cœur qui est normal, puisque c'est à juste titre que nous avons associé les médecins cardiologues au thème de ce soir sur l'anémie. Alors, pour le cœur qui est normal, c'est-à-dire un cœur qui est sain, est-ce que l'anémie peut-elle avoir également des répercussions sur la santé de la personne? À cette question, nous avions également cherché à avoir des explications du médecin cardiologue que nous allons réécouter tout à l'heure dans la deuxième partie de son interview, bien disons plutôt dans la première partie, parce que l'interview qu'on vient d'écouter, il a commencé en disant dans le deuxième volet. Alors nous, on a interverti l'ordre par rapport à la chronologie du déroulé de notre émission, donc nous allons réécouter Dr Allemand Joseph sur cet aspect bien précis. La répercussion de l'anémie sur le cœur, il faut voir deux volets. Le premier volet, il faut voir le cœur qui est sain, le cœur qui est normal. Lorsqu'on a une anémie chez un sujet qui n'a pas de problème cardiaque, ce que ça entraîne, dépend du degré de l'anémie et de la durée de cette anémie-là. Donc lorsque l'anémie est sévère, est importante et que ça dure pendant longtemps, ça entraîne ce que nous appelons un cœur anémique, c'est-à-dire le cœur serait obligé de fournir plus de travail, plus d'énergie pour pouvoir suppléer le travail non fait. C'est-à-dire si on doit amener, par exemple, je prends un exemple, 50 oxygène aux cellules et que normalement on devait avoir 50 hémoglobines pour le faire, s'il y a une baisse du taux de l'hémoglobine, si on en a 25 par exemple, donc pour pouvoir apporter ces 50 cellules, 50 oxygènes pour la même durée, le cœur sera obligé de travailler 2 fois plus vite. Donc le cœur sera obligé d'être rapide pour pouvoir compenser ce manque de l'hémoglobine. Donc du coup, une anémie qui persiste entraîne ce qu'on appelle une
rapidité de la fréquence cardiaque. Et si la fréquence cardiaque est rapide, pendant très longtemps, ça va détériorer le travail du cœur. Il faut juste imaginer, si je veux faire une comparaison, c'est imaginer quelqu'un qui veut faire une course de fond d'ici à Dapan, de Lomé à Dapan par exemple. Donc à un moment donné, la personne serait fatiguée. La personne ne peut pas courir de Lomé à Dapan sans arrêt. Donc c'est un peu ça. Le cœur sera obligé de courir plus vite pour pouvoir apporter assez d'oxygène, ce que l'hémoglobine n'arrive pas à apporter, pour pouvoir satisfaire l'organisme. Et en le faisant, avec le temps, le cœur lui-même se détériore et il va se fatiguer. Et on va aboutir à une insuffisance. D'abord, le cœur va se dilater, va devenir un peu plus gros et va aboutir à une insuffisance cardiaque. C'est ce que nous on appelle le cœur anémique, c'est-à-dire c'est l'effet de l'anémie sur le cœur dans ce cas. Et souvent, on peut avoir ça chez des drépanocytaires, on peut avoir ça chez certains enfants qui font des anémies chroniques sévères. Maintenant, lorsque l'anémie est modérée ou peu importante, on va voir que l'effet sur le cœur est minime. Le cœur va courir un peu plus vite, mais pas aussi assez qui va le dégrader. Donc la répercussion, c'est surtout les anémies sévères qui vont durer dans le temps. Voilà, docteur Manyang, qu'on ait un cœur malade ou bien un cœur sain, l'anémie, quelle que soit sa forme, modérée ou bien sévère, comme l'a dit docteur Alumo Joseph, elle doit être évitée. Et si l'anémie peut être évitée, on peut la prévenir, on va aller chercher du côté de l'alimentation. Et ce n'est pas pour rien que vous nous recommandez une alimentation équilibrée, une alimentation saine. Alors, comment éviter l'anémie par l'alimentation? Bon, carence en fer, en vitamine B1, B12, etc. Nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on doit manger? Est-ce qu'on va aller chercher ces manquements-là dans les légumes, dans les fruits? Alimentation équilibrée, qu'est-ce que vous mettez dedans? Alors, je ne suis pas nutritionniste, mais je vais essayer. Voilà. Quand on dit alimentation équilibrée, c'est qu'il faut avoir les 3 types d'aliments. Il faut avoir les protéines, il faut avoir les glucides, il faut avoir les lipides. Et donc, ce que nous consommons déjà, je pense qu'on retrouve ces 3 types d'aliments dedans. Si nous mangeons de la farine, c'est-à-dire que de la farine de maïs, il y a des glucides dedans. Vous voyez, quand on mange un peu de viande, ça peut être toutes les viandes contiennent du fer. Il y a des parties qui sont plus riches que d'autres. Mais quand on a la chance de consommer peut-être un morceau ou 2 morceaux de viande dans la journée, c'est déjà suffisant. Il y en a également dans le poisson. Donc quand on mange et qu'on a soit de la viande ou du poisson, la viande est beaucoup plus riche, c'est déjà bon. Il y a également le fer dans les végétaux. C'est le fer végétal. C'est du fer qui n'est pas très bien absorbé, assimilé comme le fer. C'est-à-dire que héminique, le fer qu'on trouve dans la viande, c'est pas la même, voilà. Donc, mais quand même, il y a un peu de fer dedans. Donc, quand on mange, on mange les légumes, la sauce, nos sauces qu'on mange. Je vais parler des feuilles de baobab, des feuilles d'adémène, voilà. Donc, quand on mange ces feuilles-là, on a des éléments dedans pour aider l'organisme à fabriquer les globules rouges. Donc quand on dit alimentation équilibrée, ce n'est pas un truc extraordinaire. Voilà. Non, c'est ce que nous mangeons chaque jour quand c'est bien fait. Alors le problème de nous, Africains, c'est qu'on a l'habitude de manger des repas qui sont très bien cuits. Et quand on le fait comme ça, on détériore des nutriments dans ces repas, notamment les vitamines, surtout les vitamines, la B9 surtout. Elle est détériorée et donc quand on mange des aliments toujours trop cuits, on risque d'avoir des carences en ces vitamines-là. C'est vrai, la carence en vitamine B9, ça met du temps pour apparaître parce qu'on a des réserves qui couvrent des années. Mais quand on a un régime toujours et avec des repas très cuits, on finira par développer une carence en vitamine B9. Vous voyez? Bon voilà, donc quand on mange un peu de tout, je pense que c'est suffisant. Maintenant le problème c'est chez les végétariens stricts, parce qu'il a dit qu'il y a du fer dans les végétaux, mais ce fer-là n'est pas très bien absorbé, comme le fer qu'on retrouve dans la viande. Donc ces gens-là risquent à la longue de développer une anémie par carence en fer.
Voilà. Alors, ceux qui prennent, voilà, pour ce qui concerne l'alimentation, mais ceux qui vont vers les plantes médicinales, il y a une plante connue en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle Adako. Je ne sais pas si vous connaissez Adako. Et les gens aiment faire l'infusion de cette plante-là pour prendre, parce qu'ils se disent ils sont anémiés. Alors, l'utilisation de cette plante, précisément Adako, est-ce que vous y trouvez un inconvénient? Non, à partir du moment où la plante n'est pas toxique. Je pense que c'est cette plante-là qu'on utilise pour colorer du fromage. Voilà, donc je pense que c'est ça. Donc, alors, elle n'est pas toxique, on peut consommer. Mais ce que nous on fait, on pense que comme elle est colorée en rouge, forcément, et souvent c'est ça, tout ce qui voilà, est coloré en rouge, on pense forcément que ça va donner du sang. C'est vrai, il y a des nutriments dedans qui contribuent à donner du sang, à produire davantage de globules rouges, mais comme j'ai dit, une anémie sans traitement, ce n'est pas seulement le fer. Voilà. Ce n'est pas aussi seulement prendre des substances qui corrigent l'anémie, mais il y a la cause de l'anémie. Et c'est pour cela que je dis, il faut forcément passer par un médecin. Parce que c'est un en un tout. Vous pouvez prendre vos infusions, des produits naturels, voilà. Vous pouvez prendre, si surtout ce n'est pas toxique. Et il va falloir prendre aussi la dose, la quantité qu'il faut. Voilà. Vous pouvez prendre ça, mais si vous n'avez pas la maîtrise de la cause de l'anémie, la maladie causale, vous allez prendre ça sur une longue période. Parce que vous serez obligé de prendre ça à tout moment. Parce que la cause est là. Elle est là. Voilà. C'est comme si on puisait de l'eau qu'on versait dans un panier ou une passoire et l'eau recoule. Voilà. Donc c'est pour cela que moi j'attache du prix à la consultation médicale pour que on puisse diagnostiquer, trouver la cause de la maladie, de l'anémie et traiter, s'attaquer à la cause. Ça c'est important. Je suis d'accord que c'est important. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous étions depuis le début avec Dr Rezoué Maniang. Il est médecin hématologue. Docteur, par rapport au thème de ce soir, l'anémie, cause et traitement, quel sera ce message que vous voudrez bien envoyer à la population? Alors, mon message sera au niveau diagnostic. Message, conseil, quand on sait que la démarche thérapeutique est compliquée. Exactement. C'est là, c'est au niveau diagnostic d'abord. Quand on a des symptômes, comme on l'a cité, le vertige, la pâleur, surtout la pâleur, la fatigue, le vertige, il faut aller à l'hôpital. Ce n'est pas seulement l'anémie qui peut donner ces signes-là. Parce que quand on a de l'hépatite, on a une hépatite, une inflammation du foie, on peut également avoir la fatigue. Donc il faut déjà aller à l'hôpital pour qu'on puisse faire la face des choses. Voilà. Il n'y a que peut-être la pâleur qui peut être collée, vraiment collée à l'anémie. Mais quand on a le vertige, ce n'est pas forcément l'anémie. Le vertige, l'équilibre de l'homme est contrôlé par un appareil qui se trouve dans l'oreille. Ça, les oreilles vont nous dire ça. Vous voyez, donc, si j'ai le vertige, qu'est-ce qui prouve que c'est l'appareil qui contrôle le vertige, l'équilibre de l'homme qui a des problèmes? Donc, il faut aller à l'hôpital pour qu'on documente, qu'on fasse des analyses appropriées pour pouvoir classer votre vertige, soit dû à l'anémie ou bien dû à un problème de l'appareil qui contrôle l'équilibre dans l'oreille. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que je dis, les signes qu'on a, ok, ça peut vous permettre de dire que peut-être je suis anémié, peut-être que je vais aller à l'hôpital et arrivé à l'hôpital, on fait le diagnostic pour mettre la cause, pour pouvoir relever le type d'anémie, puisque du type d'anémie va dépendre le traitement, la durée et le type de traitement. Voilà, donc ça, c'est le message que j'ai à passer. L'anémie, ce n'est pas une chose banale. Il ne faut pas utiliser des médicaments. On peut utiliser des médicaments comme premier secours. Il ne faut pas la négliger non plus. Voilà, il ne faut pas négliger ça. À la fin, il faudrait aller forcément à l'hôpital pour que le problème soit résolu dans sa globalité. Voilà. Merci beaucoup, Dr Maniang, d'être passé sur le plateau de Santé d'abord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présenté. On était depuis, comme je le disais tout à l'heure, depuis le début de cette émission avec Dr Rezoué Maniang. Il est hématologue, il est également le directeur du centre de prise en charge des personnes vivant avec la drépanocytose du côté du campus Nord. C'est le campus Nord? Campus, oui. Voilà, sur le campus CHU Campus, à l'entrée du CHU Campus. Voilà, Dr Rezoué, merci pour votre disponibilité, pour toutes ces explications et informations que vous nous avez livrées ce soir.
soir dans cette émission. Merci à l'équipe de la réalisation, l'équipe de Santé d'abord et l'équipe du terrain pour la réalisation de ces petits reportages. Nous vous donnons rendez-vous sur le mardi prochain, même chaîne, même heure, si Dieu nous prête vie, et je suis sûre que Dieu nous prêtera vie. Restons toujours prudents et vigilants. Covid-19, il est toujours là, le virus circule toujours, alors protégeons-nous, prenons soin de notre santé car notre vie, ou bien votre vie en dépend. Au revoir.